Alors on va passer maintenant à la dernière partie de ce cours qui va porter sur les cycles moteurs et les cycles moteurs à combustion interne. Donc la grande différence entre ces moteurs à combustion interne et les cycles qu'on a vus précédemment, c'est que dans les moteurs qu'on appelle moteurs à combustion interne, tout se passe au même endroit. Donc tout se passe à l'intérieur d'un cylindre qui va jouer différents rôles en fonction de la phase du cycle qu'on va considérer. Dans le cas des cycles à vapeur ou des cycles turbines à gaz, tous les composants du système et toutes les transformations qui avaient lieu dans le cycle étaient simultanées, alors que dans le moteur à combustion interne, que ce soit des moteurs essence ou des moteurs diesel, eh bien, les phases sont successives. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail des différents composants de ce moteur. Les dénominations et les noms, vous les connaissez, elles sont largement rentrées dans le langage courant. Donc ce qui est important à retenir, c'est qu'on va travailler au niveau d'un cylindre dans lequel un piston va pouvoir se déplacer. Et ce piston se déplaçant va pouvoir transmettre du travail, de l'énergie mécanique par l'intermédiaire d'une bielle et d'un vilebrequin. Et donc faire en général circuler un véhicule ou bien produire de l'énergie électrique sur les applications les plus classiques. On a deux types de moteurs à combustion interne principaux, le moteur essence qu'on va voir juste après et le moteur diesel qu'on verra un peu plus tard. La différence principale, technique, se fait ici au niveau de la façon de mettre en œuvre le fluide et le combustible. Donc le premier moteur qu'on va voir, c'est le moteur essence. En France, on l'appelle cycle Baudrochas, de l'illustre ingénieur français du 19e siècle, Alphonse Eugène. Les Allemands l'appellent cycle Otto parce que pour eux c'est leur ingénieur qui s'appelait Monsieur Otto qui l'a inventé. Mais donc on trouve ces différentes dénominations, Baudrochas, essence ou Otto, pour le même cycle. Donc dans ce cas, dans le cas du moteur essence, on va voir successivement les différentes phases de fonctionnement. Et la particularité, c'est que l'injection va se faire avec un mélange à la fois de combustible et de comburant, c'est-à-dire un mélange d'essence et d'air, qui a été pré-mélangé en amont de la chambre de combustion, en amont du cylindre. Et l'initiation de la combustion se fait par l'intermédiaire d'une bougie qui envoie une étincelle dans le mélange. Et c'est grâce à cette étincelle que la combustion peut avoir lieu. Alors à noter aussi qu'on appelle souvent dans le langage courant tout ce type de cycle des moteurs à explosion. Scientifiquement, il n'y a pas d'explosion à l'intérieur de ces moteurs, c'est vraiment des combustions du combustible dans de l'air. Alors la première phase du cycle que l'on connaît, c'est la phase dans laquelle on va faire pénétrer justement ce mélange à l'intérieur du cylindre. Et cette première phase est une phase au cours de laquelle la soupape d'admission ici est ouverte et au cours de laquelle la soupape d'échappement ici est fermée. Donc cette première phase, ça s'appelle la phase d'admission. Au cours de cette phase d'admission, le système qu'on va considérer, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du cylindre. Ce système va avoir une entrée de matière, l'entrée du mélange combustible et comburant, puisque au cours de cette phase, la soupape d'admission est ouverte. Donc ce système, au cours de cette phase, est un système ouvert. De plus, puisqu'on a connexion entre l'intérieur de notre système et ce qui se passe en amont du cylindre, eh bien, on va pouvoir supposer au cours de cette phase que la pression qu'on a à l'intérieur de notre système, c'est la même que celle que l'on a en amont, qui est une pression relativement proche de la pression atmosphérique.
Et au cours de l'ensemble de cette phase, on a donc une pression constante dans notre système, et cette phase est une phase isobare. Au cours de cette phase, on a le piston qui se trouve ici, qui passe du point mort haut situé là au point mort bas situé tout en bas. Donc du volume minimal de notre cylindre au volume maximal de notre cylindre. Donc on passe ici du volume min au volume max au cours de cette phase d'admission. On va appliquer le premier principe de la thermodynamique sur cette première phase, ce premier temps, comme on l'appelle également, de notre cycle. Lorsqu'on applique ce premier principe ici exprimé en puissance, on voit que sur ce type de transformation, on ne va pas pouvoir supposer le régime permanent, puisque lors de notre transformation entre le point 0 et le point 1, notre système va varier de façon très importante. On va avoir la quantité de matière qui change, on va avoir l'énergie interne qui change dans notre système. Du coup, on ne peut pas simplifier le premier terme de notre premier principe. Le travail, on ne peut pas le négliger non plus, puisque on a une paroi mobile dans notre système. Cette paroi mobile, c'est le piston qui se déplace énormément et donc évidemment va échanger du travail entre l'intérieur du système et l'extérieur. Par contre, sur le troisième terme du premier principe, on va pouvoir faire l'hypothèse que la quantité de chaleur échangée entre l'intérieur du système et l'extérieur est négligeable. Pourquoi ? Parce que on fait au cours de cette phase pénétrer le mélange combustible-comburant dans le cylindre, et ce mélange combustible-comburant est au début, au cours de cette phase-là, à des températures très proches de la température ambiante. Donc on a à peu près la même température à l'intérieur du cylindre que celle que l'on a à l'extérieur, et par conséquent, si on a la même température partout, les échanges de chaleur sont extrêmement faibles. Le troisième et dernier terme, quatrième terme plutôt, de transfert d'enthalpie lié à la masse ne peut pas être négligé non plus, puisque typiquement au cours de cette phase, il y a beaucoup de matière qui pénètre dans le cylindre, et donc l'enthalpie liée à cette quantité de matière, à ce mélange combustible-comburant, va devoir être ajoutée dans notre système. Du coup, si on intègre ce premier principe écrit sous forme de puissance entre un instant initial et un instant final, entre l'instant où le piston est au point mort haut et l'instant où le piston est au point mort bas, entre l'instant 0 et l'instant 1. Le premier terme ici devient delta U, U final moins U initial. Le terme en travail échangé, puisqu'on est sur de la vapeur, du gaz, donc qui est l'air, dans lequel on néglige les petites gouttelettes d'essence qu'on rajoute, puisque les quantités d'essence par rapport aux quantités d'air sont extrêmement faibles, on peut appliquer W égale moins l'intégrale de PDV, c'est ce qu'on a exprimé ici, avec la pression qui est constante ici dans notre système, à la pression proche de la pression atmosphérique. Et donc le dernier terme, la somme des m.h, s'intègre entre l'instant initial et l'instant final en la quantité de matière qui a été introduite, la quantité de matière qui a été admise dans le cylindre, fois l'enthalpie du mélange, cette enthalpie du mélange étant constante au cours du temps, puisque on considère que les caractéristiques du mélange ne varient pas au cours de la phase d'admission. Ensuite, on peut encore simplifier cette expression du premier principe, puisque la pression atmosphérique est la pression à l'intérieur du cylindre et qu'elle est constante au cours de cette phase, on peut la sortir de l'intégrale. Et donc, moins l'intégrale de PDV devient moins P intégrale de dV. Et l'intégrale de dV entre l'instant initial et l'instant final, c'est V final moins V initial. Donc finalement, au cours de cette phase d'admission, l'expression du premier principe est relativement simple et peut être trouvée ici.
La deuxième phase du cycle, c'est une phase de compression. Donc, au cours de cette deuxième phase du cycle, le piston va passer du point mort bas au point mort haut, ici, du point 1 au point 2, donc du volume max au volume min. Cette remontée du piston va forcément entraîner la compression du mélange qui se trouve à l'intérieur, puisque au cours de cette seconde phase, les deux soupapes d'échappement et soupapes d'admission, sont fermées. Donc au cours de cette phase, les deux soupapes étant fermées, le cycle peut être considéré, enfin le système pardon, peut également être considéré comme fermé. Au cours de cette phase, dans le cas du cycle idéal, on va également supposer que les échanges de chaleur entre l'intérieur et l'extérieur du cylindre sont très faibles, parce que le mélange de combustible et comburant ici à l'intérieur est à une température assez proche de la température ambiante, et on va supposer dans le cas du cycle idéal que la transformation se fait sans aucune production d'entropie, sans aucune création d'entropie, et sans irréversibilité. Et donc, cette phase de compression, dans le cas du cycle parfait, va pouvoir être finalement supposée adiabatique irréversible, donc isentropique. Alors, nous allons également appliquer le premier principe de la thermodynamique sur cette seconde phase, ce second temps du cycle. Et sur ce second temps, on peut, de la même façon que précédemment, difficilement considérer qu'on est en régime permanent, puisqu'on a énormément de variations de ce qui se passe à l'intérieur du cylindre entre le début et la fin de la phase. Du coup, le premier terme ici ne peut évidemment pas être négligé. De la même façon, au cours de cette phase de compression, on va difficilement pouvoir négliger le travail échangé par le système avec son environnement, puisque typiquement au cours de cette phase, on a une paroi mobile qui est le piston qui remonte et qui va transférer du travail, de l'énergie mécanique vers notre système, vers notre mélange. Donc le second terme du premier principe ne peut pas non plus être négligé. Par contre, dans le cas d'un cycle idéal, on va pouvoir supposer que la température du mélange à l'intérieur du cylindre est relativement proche de la température extérieure et que par conséquent, les échanges de chaleur entre l'intérieur et l'extérieur du système sont négligeables. Donc le troisième terme ici, lui, peut être négligé. On a vu qu'on supposait qu'on était adiabatique sur cette transformation. Et de la même façon, les deux soupapes étant fermées, eh bien, le système n'échange pas de matière avec l'extérieur et donc on n'a pas d'enthalpie matière qui pénètre dans le cycle au cours de cette phase-là. Du coup, le premier principe est encore plus simple que sur la phase d'admission, puisque on est sur un système fermé et adiabatique, et du coup, entre l'instant initial et l'instant final de cette phase, de cette transformation, eh bien, on peut exprimer la variation d'énergie interne de notre système comme fonction uniquement du travail fourni par le piston au mélange combustible-comburant. La phase suivante, la troisième phase de notre cycle Baudrechas, c'est la phase de combustion en tant que telle. Donc au cours de cette phase de combustion, dans le cas du moteur essence, et ça va être une différence également par rapport au moteur diesel qu'on verra plus loin, on va pouvoir supposer que la combustion est extrêmement rapide à l'intérieur de notre cylindre. Et cette combustion étant extrêmement rapide, elle a lieu lorsque le piston est au point mort haut et le piston n'a pas le temps de bouger entre le début et la fin de la combustion qui se fait très rapidement. Du coup, cette phase, on va pouvoir la supposer isochore, c'est-à-dire à volume constant. Si le piston ne bouge pas, eh bien le volume de notre système ne varie pas au cours de cette transformation. Et donc, on a uniquement augmentation de la température de notre mélange liée à l'apport de chaleur qui se fait à l'intérieur et augmentation de la température à volume constant dans le cas d'un gaz qu'on peut considérer comme plus ou moins parfait. Ça entraîne une augmentation de la pression de ce gaz-là.
Par conséquent, ici, on est sur une phase de chauffage isochore. Au cours de cette phase, on a également les deux soupapes qui sont fermées, évidemment, puisqu'on a la combustion à l'intérieur de notre cylindre, et donc le système est également considéré comme fermé. Si on applique le premier principe au cours de cette phase entre le point 2 et le point 3, le premier principe ne peut pas être considéré comme en régime permanent, enfin le système n'est pas en régime permanent, donc le premier terme ne peut pas être négligé. Par contre, le piston ne bouge pas au cours de cette phase, on a vu que c'était une phase très rapide, le piston reste au point mort haut pendant ce temps-là, donc on n'a pas de paroi mobile autour de notre système, donc pas de travail échangé avec l'extérieur. Par contre, au cours de cette phase, la thermodynamique va assimiler la combustion qui a lieu à l'intérieur de notre cylindre comme un échange de chaleur qui aurait lieu avec l'extérieur. Donc ça, c'est une simplification de notre système, une hypothèse thermodynamique. Le transfert de chaleur, physiquement, en fait, c'est une génération interne de chaleur, comme vous l'avez vu l'année dernière en cours de transfert de chaleur. Mais en thermodynamique, peu importe que ce soit une génération interne ou bien un transfert venant de l'extérieur. Et donc, du coup, c'est ce que l'on retrouve ici sur le troisième terme du premier principe. Au cours de cette phase, le système est fermé, donc évidemment, pas d'échange de matière avec l'extérieur, donc le dernier terme se simplifie. Du coup, si on intègre le premier principe entre l'instant 2 et l'instant 3, on a une variation d'énergie interne de notre système, U3 moins U2, qui est liée uniquement à la quantité de chaleur fournie par la combustion au cours de cette transformation. La phase suivante du cycle, ça va être la phase de descente du piston. Ce piston va passer du point mort haut au point mort bas et c'est la phase qu'on appelle également la détente. Ce piston va descendre, les soupapes restent fermées au cours de cette phase et la raison pour laquelle le piston descend, c'est parce que la pression ici à l'intérieur de la chambre, à l'intérieur du cylindre, étant montée très rapidement lors de la phase précédente, eh bien la pression qui règne à l'intérieur va entraîner la descente du piston et va pouvoir fournir du travail à l'extérieur du système, vers l'extérieur du système, par l'intermédiaire donc de ce piston-là. Dans le cas d'un cycle idéal, du cycle théorique idéal du moteur essence, on va faire la même hypothèse au cours de cette phase de détente que celle qu'on a faite au cours de la phase de compression. Alors c'est une hypothèse un peu plus discutable qui dirait que le transfert de chaleur entre l'intérieur du système et l'extérieur du système est très faible, ou plutôt est négligeable par rapport aux autres transferts énergétiques. Alors c'est difficile à justifier puisque à l'intérieur du système maintenant on a un fluide, un mélange de gaz brûlé qui est à très haute température par rapport à l'extérieur. Donc effectivement dans la vraie vie on aura un transfert de chaleur entre l'intérieur et l'extérieur du système. Mais ce qui est important de voir c'est que ce transfert de chaleur entre l'intérieur et l'extérieur il va être beaucoup plus petit que le travail qui va être fourni au piston par notre système au cours de cette transformation. Donc finalement, dans cette hypothèse-là d'adiabaticité, ce qui est important, c'est les proportions entre les unes et les autres énergies qui sont mises en jeu. Et effectivement, au cours de cette phase, le travail échangé, c'est la quantité majeure des énergies qui sont échangées par le système. Et du coup, la quantité de chaleur échangée, même si c'est difficile de considérer qu'elle est nulle, eh bien, elle va être extrêmement faible. Et donc, on va pouvoir, dans le cas extrême d'un cycle parfait, considérer qu'elle est nulle. On va également supposer, et ça c'est toujours vrai, c'est toujours difficile à expliquer, enfin c'est difficile à imaginer dans la vraie vie, que cette transformation est parfaitement réversible et que donc notre transformation sera adiabatique et réversible et donc isentropique. Évidemment là, j'insiste, on reste sur le cas du cycle parfaitement idéal. Du coup, avec ces hypothèses-là, si on applique le premier principe de la thermo,
De la même façon que dans les étapes précédentes, on n'est pas en régime permanent. Là, évidemment, on a beaucoup de travail échangé entre notre système et l'extérieur puisque notre piston est mis en mouvement, passe du point mort haut au point mort bas, donc paroi mobile, donc travail échangé. On vient d'expliquer qu'on peut quand même considérer qu'on est adiabatique, c'est le cas du cycle idéal, et au cours de cette phase, on n'a pas d'échange de matière entre l'intérieur et l'extérieur du système, donc le dernier terme est nul. Du coup, au cours de ce troisième temps, de ce temps de détente, on peut également de façon très simple exprimer le premier principe qui se simplifie ici. La variation d'énergie interne entre le point 3 et le point 4, qui est U finalement initial, est liée uniquement au travail de détente qui est échangé entre le système et son environnement. Le temps suivant, c'est un temps qui est aussi assez difficile à imaginer. C'est un temps au cours duquel le piston est au point mort bas. Donc ici, il est mal représenté sur ce schéma. Le piston, il est au point mort bas, il est ici. On a vu que juste précédemment, le piston était descendu. On est au volume maximal dans notre système, donc le piston est en bas ici. Et donc, on peut supposer au cours de cette phase qu'on va avoir transfert de chaleur entre notre système et son environnement par l'intermédiaire des parois de ce système-là. Donc, cette phase, on va la supposer isochore, c'est-à-dire qu'au cours de cette phase, on a le piston qui est situé en bas. Cette phase est suffisamment rapide pour que la position du piston ne change pas au cours de la phase. Les soupapes admission et échappement sont fermées et le système va être refroidi par refroidissement par l'intermédiaire des parois du cylindre. Du coup, sur cette phase théorique, on a diminution de la pression dans notre système, entre le point 4 et le point 1, puisque si on est sur l'hypothèse du gaz parfait, à volume constant et à température qui diminue. Et par conséquent, on va pouvoir simplifier le premier principe de la façon suivante. On est en régime variable. Pas de travail échangé puisque on est isochore, le piston reste en bas, reste au point mort bas. Par contre, le principe de cette phase, c'est la phase de refroidissement, donc on a bien de la chaleur échangée, et les deux soupapes étant fermées, on n'a pas d'échange de matière. Donc ici, le premier principe est également extrêmement simple. La variation d'énergie interne entre le point 4 et le point 1, c'est U final moins U initial, est liée uniquement à la quantité de chaleur qui est échangée par l'intermédiaire des parois entre le système et son environnement au cours de cette phase. La dernière phase de ce cycle est la phase au cours duquel on va rejeter les gaz brûlés vers l'extérieur. Donc le piston qui est situé au point mort bas initialement remonte au cours de cette phase jusqu'au point mort haut. Et au cours de cette phase, la soupape d'échappement est ouverte et par conséquent, les gaz qui se trouvent à l'intérieur du système vont pouvoir être rejetés vers l'extérieur. Donc au niveau des transformations, on passe du volume max au volume min. Et ici, on va pouvoir faire la même hypothèse que lors de la phase d'admission, de pression constante dans notre système, pression également proche de la pression atmosphérique, puisque on a connexion entre notre système et l'extérieur qui a pression atmosphérique, et donc la pression est homogène partout à l'intérieur du système et égale, dans le cas idéal, à la pression atmosphérique. Au cours de cette phase, puisque le système échange de la matière avec l'extérieur, il est ouvert, et on vient d'expliquer pourquoi il est également isobare. On peut encore appliquer le premier principe sur ce système-là, et là on va voir le même genre d'hypothèse que celle qu'on a faite au cours de la phase d'admission. Le système est à température proche de la température ambiante, puisque la phase précédente c'était un refroidissement. Donc au point 1, on est à température relativement proche de la température ambiante là-dedans. Du coup, si les températures sont proches de la température ambiante, on n'a pas d'échange de chaleur entre le système et l'extérieur. Donc le terme en Q point se simplifie. Les autres termes ne sont pas négligeables. Et du coup, on peut exprimer la variation d'énergie interne
en énergie hein, entre l'instant initial et l'instant final, fonction du travail échangé. Ici, on reste sur l'hypothèse gaz parfait, donc moins l'intégrale de PDV pour le travail. Et les enthalpies liées à la masse sont liées aux enthalpies du mélange qui s'échappe et à la masse, quantité de matière qui est échappée. Du coup, on a la même hypothèse ensuite que dans le cas de l'admission pression constante, on peut la sortir de l'intégrale, ça devient moins PA intégrale de dV, et intégrale de dV entre l'instant initial et l'instant final, c'est V final moins V initial. Et donc on a une expression du premier principe au cours de cette phase d'échappement qui est très proche de celle que l'on avait lors de la phase d'admission. À noter que la différence majeure ici, c'est le signe de l'enthalpie masse. Évidemment, ici, c'est un signe négatif, puisque c'est de la masse qui est sortie de notre système lors de cette phase. Nous sommes donc dans le cas d'un cycle moteur. Donc l'objectif du cycle moteur, vous le connaissez, c'est de produire du travail, produire de l'énergie mécanique, produire de la puissance mécanique à partir d'une quantité de chaleur consommée à température relativement élevée. Du coup, le rendement, c'est le travail net sur la quantité de chaleur consommée. Et dans l'analyse du cycle Baudrechas, on va s'intéresser aux 4 phases principales qui sont les 4 phases fermées du cycle. Donc dans la suite, on va négliger entre guillemets la phase d'admission et la phase d'échappement et on va s'intéresser à ce qui se passe sur la phase 1, 2, 3, 4, 1 ou sur la transformation sur le cycle 1, 2, 3, 4, 1. Et si on applique le premier principe sur cette transformation 1, 2, 3, 4, 1, on sait que par exemple pour passer du point 1 à lui-même, la variation d'énergie interne est nulle entre le point 1 et le point 1, puisqu'on est dans le même état au début et à la fin du cycle. Et donc W net plus Q froid plus Q chaud égale à 0. Et quand je raisonne en plus, je parle en valeur algébrique. W net, lui, il est négatif. Q froid, il est négatif. Et Q chaud est positif. Et si on applique ce premier principe et qu'on l'intègre dans l'expression du rendement ici, on peut également mettre en évidence cette autre relation, cette autre façon d'exprimer le rendement du moteur thermique comme 1 moins Q froid sur Q chaud, ici en prenant Q froid en valeur absolue. Ici on est bien sur des notions de rendement, hein, puisque la valeur de rendement varie bien évidemment entre 0 et 1. Si je reprends les expressions du premier principe que l'on a développé sur toutes les phases 1, 2, 3, 4, 1, on voit que dans le cas du cycle idéal, on a des expressions très simples de ce premier principe, hein, puisque si on raisonne uniquement sur les phases 1, 2, 3, 4, 1, chacune de ces phases s'applique à un système fermé. Et du coup, les variations d'énergie interne, delta U, c'est soit lié au travail échangé lors de cette phase, soit lié à la chaleur échangée lors de cette phase. Dans l'expression du rendement, le travail net, c'est l'ensemble des travaux échangés par le cycle, et ici, c'est l'ensemble, la somme de tous les travaux, soit consommés, soit produits par le cycle. Donc ici, on a deux phases dans lesquelles le travail est mis en jeu, c'est la phase de compression et la phase de détente. Donc le travail net, c'est le travail total, c'est la somme du travail de compression et du travail de détente. Et la quantité de chaleur qui est consommée, elle est consommée uniquement lors de la phase de combustion, entre 2 et 3. Et donc cette chaleur payante, c'est celle qui apparaît au dénominateur de notre rendement. Maintenant, vous êtes capable de réaliser la première application de ce cours dans le AD. Une première application très simple, c'est de tracer ce cycle dans le diagramme TS, puisque ce que l'on a vu jusqu'à présent, c'était uniquement dans le diagramme PV. Alors, vous êtes maintenant également capable de réaliser la seconde application qui va porter sur le calcul d'un cycle effectif, cycle essence, tel qu'on vous le présente sur ces diagrammes. Avant de passer au cycle diesel, je vais dire quelques mots sur la réalité des cycles Baudrechas
physiques que l'on retrouve dans un certain nombre de moteurs. Et évidemment le fait que dans la vraie vie, on retrouve très rarement, voire jamais, le cycle théorique tel qu'on l'a vu dans ce cours. En effet, donc sur les phases d'admission et d'échappement, physiquement, on n'a pas vraiment des isobars en raison des pertes de charge que l'on a lors du passage du fluide de l'extérieur vers l'intérieur du cylindre. Lors du passage entre l'intérieur et l'extérieur du cylindre, on est au niveau des soupapes. Donc on a diminution et augmentation brutale de la section de passage du fluide à cet instant, à cet endroit. Et donc les pertes de charge ne sont dans la vraie vie pas nulles. De la même façon, au cours de la phase de compression et de la phase de détente, on a physiquement difficilement possibilité de faire l'hypothèse brutale d'adiabaticité et l'hypothèse de réversibilité. C'est des cycles qui sont extrêmement rapides, on a forcément des frottements du piston sur les parois, donc supposer qu'on est parfaitement réversible, c'est très très loin de la réalité. Et du coup, ces phases de compression et de détente ne vont pas pouvoir être réellement représentées comme des isentropes, mais on va pouvoir sur ces phases souvent faire l'hypothèse des transformations polytropiques qu'on a déjà vues ensemble, et donc avec des coefficients PV puissance n égale constante, avec des n qui ne sont pas égaux forcément au coefficient gamma, mais qui peuvent avoir une valeur à peu près constante sur la transformation, et que ça permet quand même de faire un certain nombre de calculs. Également, au cours de la phase de chauffage et de la phase de refroidissement, phase de combustion et la phase de refroidissement, on a un piston qui va légèrement bouger, même si effectivement c'est des phases qui sont considérées comme rapides. On va avoir quand même un piston qui va continuer son mouvement d'alternat entre le haut et le point mort haut et le point mort bas, et donc on n'est pas parfaitement immobile. Donc sur la phase de chauffage, on a une légère variation de volume. L'hypothèse d'être isocore, c'est une hypothèse extrême, et vous voyez qu'ici cette phase de refroidissement, on la voit quasiment pas sur les cycles réels. C'est vraiment une phase qui est rajoutée théoriquement pour pouvoir boucler le cycle. Dans la vraie vie, le fluide, on ne le refroidit pas avant de le faire sortir du moteur. Le fluide est extrait quasiment dès que le piston est arrivé au point mort haut. Vous retrouvez également sur ce slide des petites explications, des petites raisons de non-idéalité du cycle, avec les avances et ou les retards à l'ouverture et ou à la fermeture des différentes soupapes, pour permettre d'avoir un fluide qui a le temps de rentrer dans le cylindre, a le temps de sortir, etc. etc. Et également l'explication de l'avance à l'allumage, donc l'étincelle à l'intérieur du cylindre est provoquée légèrement avant que le piston arrive au point mort haut, de façon à ce que la combustion ait le temps d'avoir lieu avant la phase de détente. Donc toutes ces non-idéalités vont faire que dans la vraie vie, effectivement, les cycles essence ne sont pas tout à fait ceux que l'on voit théoriquement, avec beaucoup de non-idéalités diverses et variées, mais néanmoins, l'analyse que l'on porte thermodynamiquement, à notre niveau, elle est très simplifiée, mais elle permet d'avoir une bonne idée de ce qui se déroule dans ces moteurs-là, et elle permet d'avoir une bonne idée aussi des ordres de grandeur sur les rendements, les puissances, etc. etc. Donc je vous encourage maintenant à faire les deux applications dont je viens de parler. Et pour finir ce cours, on passera tout à l'heure au moteur diesel.